Eh bien, rebonjour à tout le monde et un grand merci aux intervenantes qui ont tout de suite accepté de venir à cette table ronde dont l'enjeu central était de prendre, je dirais, un peu le pouls des synergies qui se jouent au niveau territorial dans un Rennes élargi à la métropole, mais voire au-delà, avec cette idée voilà, d'un état des lieux, mais aussi d'être dans une dimension un peu prospective. En tout cas, c'était l'enjeu des discussions que nous avons eues chacune et chacun en amont de cette table ronde, d'évoquer la nécessité, sans doute, dans un climat complexe, et il ne faut pas éluder cette question-là aussi d'un climat complexe, à l'endroit de l'enseignement supérieur de la recherche, à l'endroit des politiques culturelles et plus largement aussi des enjeux démocratiques ici qui se jouent et qui, je dirais, littéralement nous prennent, si je puis dire. Toujours en toile de fond, je dirais, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un horizon d'attente, peut-être, qui est l'horizon de l'université. Qu'est-ce que l'université à l'endroit de nos partenaires, avec qui l'on travaille déjà, avec qui il est peut-être nécessaire de formaliser plus avant aussi les collaborations, les partenariats qui existent. Alors, déjà, je vais peut-être vous présenter d'emblée, tout le monde ne vous connaît peut-être pas. Rosanne Andro, enseignante, doctorante en sciences de l'éducation, c'est un point important au CREAD, 4e adjointe à la mairie de Rennes, déléguée à la culture, ou aux cultures d'ailleurs, on est plutôt ici dans le champ de la pluralité. Corinne Poulain, directrice générale des Champs Libres. J'insiste juste pour rappeler que tu es titulaire aussi d'une thèse en anthropologie culturelle de l'université de Berlin, la Humboldt. Voilà, avec donc les Champs Libres qui sont un lieu citoyen par excellence, qui s'articule autour d'un forum, le musée de Bretagne, la bibliothèque, l'espace des sciences. Voilà, donc là, un lieu citoyen par excellence et qui, bien sûr, pour l'université, est un lieu de focalisation du regard, si je puis dire, un lieu de débat, un lieu extrêmement ouvert et qui nous intéresse au premier temps. Hélène Bailleul, donc Hélène, tu es enseignante-chercheur en aménagement de l'espace et urbanisme. Tes travaux se penchent plutôt sur le champ de la ville durable, avec bien évidemment un intérêt tout particulier qui est porté sur les questions de recherche-action et de recherche participative, avec donc ces porosités entre pratique artistique et urbanisme, et le URCAPS, donc Creative Approaches of Public Space, l'approche créative de l'espace public, ont été aussi pour nous, Jérôme Hénaud et moi-même, bien sûr, un point d'intérêt très important ces 2 dernières années, et encore plus aujourd'hui, parce qu'il y a des affaires de pérennisation aussi de ces grands projets, à un moment où les financements tarissent et où il est question aussi eh bien de valoriser l'existant et de pouvoir le prolonger. C'est un point extrêmement central pour l'université Rennes 2. Agathe Bataille, qui est secrétaire générale du Théâtre national de Bretagne, qui est une grande connaisseuse du champ des pratiques et politiques de médiation dans le champ des publics. Et ça, c'était un point important pour nous, que ce soit au théâtre ou dans le champ muséal, parce que tu as eu une expérience aussi importante. Tu étais responsable des publics et de la communication au Centre Pompidou-Metz. Mais à cet endroit-là, on a échangé en mettant en place notamment un programme avec le service culturel et Sarah Dessin qui est ici, qui s'appelle Rebond, tu nous en parleras. Et Odile Leborgne, directrice du site rennais de l'ESAB, l'École européenne supérieure des arts de Bretagne, Art et Design, grand complice de CAPS notamment, et puis des enjeux là aussi d'interconnaissance, de partage aussi, qui doivent se jouer autour de la structuration de la recherche, notamment dans le champ de la recherche-création, et ce sont des discussions que nous avons actuellement et qui sont importantes. Alors vous le savez, le temps nous est compté, on a été avec Jérôme très ambitieux, bien évidemment. Donc voilà, ça resserre un peu le temps, mais ça nous demande d'aller directement à l'essentiel. Donc il y aura un petit temps de présentation. L'idée, c'était d'avoir une première approche, je dirais, au niveau du territoire rennais, de la métropole, dans cette articulation du politique et de l'opératoire aussi sur le terrain. Ensuite, on resserra un petit peu les choses donc, dans l'interaction entre ESAB et CAPS, notamment, pour évoquer, je dirais, la dimension peut-être plus expérimentale qui se joue aussi à l'endroit de ces relations entre chercher et créer
dans des applications très directes et qui relèvent de ces approches créatives au sein d'un espace qu'est l'espace public. Et c'est un point qui sera au cœur. Et puis un dernier temps où on évoquera aussi précisément les questions de transmission, de médiation et comment, dans des lieux culturels, et notamment au travers de l'exemple du Théâtre national de Bretagne, eh bien, la recherche universitaire aussi peut se donner à voir, à entendre, en relation directe avec des programmations artistiques qui elles-mêmes participent de processus de recherche à proprement parler. Mais sans plus attendre, peut-être, Rosen, je te passe la parole pour nous évoquer, je dirais, le positionnement qui est celui de la ville aujourd'hui. Alors, en début de mandat, c'est entendu. Bonjour à toutes et tous. Merci pour cette invitation et puis pour ces temps partagés aussi de début de matinée, puisque finalement, ils ont été aussi riches d'enseignements. Et c'est peut-être la première chose qu'on doit se dire si on veut aller plus loin dans nos coopérations. En fait, des moments comme ce matin sont essentiels. Donc vraiment, merci pour ce moment-là. Moi, je reprécise, tu le disais à l'instant, je suis en début de mandat en tant qu'adjointe à la culture à la ville de Rennes. Donc j'aurai aussi l'humilité dans les orientations que je vais donner de la limite d'être sur cette mandature depuis maintenant 2 mois. Donc autant dire que la feuille de route n'est pas encore très claire, mais je vais partir de là où j'en suis. Et pour le coup, je ne pars pas de nulle part non plus. Et ça sera tout l'enjeu de la présentation qu'on fera à 2 voix avec Corinne Poulain, puisque c'est mon second mandat. J'étais adjointe à la vie associative sur le mandat précédent et j'ai aussi assumé la fonction de vice-présidente à la culture sur la fin du mandat, donc pendant 18 mois, en remplacement donc des missions de Tristan Lahaye, qui avait été élu député. Et donc la présidente m'avait confié ses missions en tant que VP à la métropole de Rennes. Et pour le coup, ça a été l'occasion pour moi de soulever justement, en particulier avec les champs libres, mais pas que, avec l'ensemble des acteurs culturels, finalement les questions qui sont saillantes ce matin et que tu proposes en fait de traiter dans cet échange. C'est-à-dire finalement celle des articulations, alors plus généralement entre politique publique et recherche, sur un territoire comme celui de la métropole de Rennes, et tout spécifiquement la politique culturelle, ses orientations et les enjeux recherche-création sur le territoire. Et en fait, c'est des questions clairement qu'avec Corinne, on a énormément partagé sur le mandat précédent, et donc qui aujourd'hui, étant adjointe à la ville de Rennes en charge de la culture, vient forcément aussi devenir une orientation, et plutôt en termes de prospective, alors en se disant évidemment que d'abord on part avec un capital énorme sur ce territoire en termes de capacité à faire et de fait d'expérience à l'œuvre, parce qu'en fait les démonstrations, les présentations de ce matin démontrent à quel point il y a une vitalité justement et des rencontres au quotidien dans cette ville du point de vue du croisement recherche-culture, art-culture. Mais peut-être qu'on va se dire qu'aujourd'hui, il y a un enjeu profond, fondamental, à nous inscrire dans une démarche pour aller beaucoup plus loin. Et je pense qu'il faut qu'on se dise que ça doit même être une priorité conjointe de s'inscrire dans ces perspectives-là. Et j'en viens aux enjeux en fait pour le territoire, mais qui sont en fait des enjeux pour le monde universitaire aujourd'hui. C'est la question démocratique en fait qui est fondamentalement, et le président de Rennes 2 tout à l'heure l'a bien dit en introduction, mais on est bien sur cet enjeu premier, c'est-à-dire que aujourd'hui la place de la recherche, mais la place des arts et de la culture sur nos territoires ont de commun le fait d'être des piliers de la démocratie. Et que dans un contexte où, effectivement, ces piliers et bien d'autres, où notre démocratie aujourd'hui est profondément attaquée dans ses fondements, il y a urgence, quelque part, à se poser ensemble et à se situer dans une bataille culturelle.
c'est bien un enjeu de bataille culturelle à porter sur les territoires et tout spécifiquement en grande proximité. C'est là qu'évidemment il y a des enjeux et tout le monde a en tête ce qui va nous arriver dans un an. Mais la bataille culturelle, elle se mène ancrée dans les territoires en mobilisant l'ensemble des ressources qui font la vie de ces territoires et qui font l'engagement de ce territoire. Et en particulier le monde académique aujourd'hui, c'est de l'ordre de sa responsabilité, j'ose parler comme ça, que de s'inscrire dans cette dynamique de bataille culturelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas. Parce qu'en fait, l'histoire de ce territoire, c'est de toujours avoir associé la question, on va dire, de la formation du citoyen au sens très large, à tous les âges de la vie, de l'expérience citoyenne, de l'articuler, pour le coup, au monde académique. D'ailleurs, l'histoire des champs libres, et Corinne en parlera bien mieux que moi, en fait, c'est cette histoire-là, c'est d'avoir créé un agora où le dialogue sciences et société était mis à l'honneur, était ancré dans la vie citoyenne, la vie culturelle des habitants de ce territoire. Donc en fait, c'est pas, on n'invente rien. Par contre, aujourd'hui, ces principes-là, qui sont des principes fondateurs et constitutifs justement de ce qu'on est collectivement, et qui d'ailleurs dans notre histoire a fait que tout le monde est un peu dans des logiques d'acquis, sans forcément se réinterroger. Et là, je renvoie à nos logiques institutionnelles, où chacun a sa place, chacun sait ce qu'il a à faire et chacun fait ce qu'il a à faire. Aujourd'hui, c'est tout cette systémique qui est déstabilisée. Et donc, en fait, se poser ces questions-là aujourd'hui, c'est se poser la question de comment on s'organise collectivement pour continuer à tenir le cap qui dit faire démocratie sur un territoire, c'est associé au fait de faire culture, et je mets un S et sans S aux deux mots culture, et puis aussi faire connaissance, faire savoir, et tout spécifiquement en période où là, on n'a jamais eu autant besoin de remettre la question des savoirs au cœur de la décision politique, puisqu'on est en phase, pour le coup, de transformation. Parce qu'en plus, évidemment, on se dit on est attaqué démocratiquement, mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les défis à relever sont énormes. C'est-à-dire qu'en fait, la recherche aujourd'hui, elle est d'abord au cœur de l'action publique, de la décision politique à venir. Et comment on la partage, cette décision politique ? C'est bien là qu'il s'agit de la partager, de la diffuser, de créer un cadre, pour le coup, de compréhension du monde, de créer des nouveaux imaginaires. Et là, on voit bien toute la fonction à la fois des artistes, mais aussi des cultures, de la culture et des politiques culturelles sur un territoire comme le nôtre. Et donc, je me redis à cet endroit que c'est un défi parce que peut-être, historiquement, on a séparé les rôles. Aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, on est sur chercher, créer, collaborer. Je pense que du point de vue de la politique publique culturelle, il manque un mot, parce que c'est là qu'on se situait davantage, dans une logique de démocratisation de la culture. En fait, nous, on n'était pas tant dans chercher, créer, on était dans diffuser. Chercher, créer, diffuser. Là, la politique culturelle, dans sa mission, pour le coup, de démocratisation de l'accès au savoir, s'est situé historiquement à cet endroit. Et ce qui est en mouvement là depuis quelque temps, et d'ailleurs les réflexions qu'on mène très concrètement, et que vous invitez à explorer ce matin, c'est en fait situer la collectivité, la politique publique, la politique culturelle sur le chercher-créer. C'est de se dire que du point de vue citoyen, il y a un fort enjeu à situer les citoyens dans le processus de recherche et de création, parce que c'est qu'à cette condition qu'en fait on crée du commun. Et que fondamentalement, derrière, c'est des enjeux du monde qu'on partage et de la vision du monde qu'on partage qui est en processus. Quand on cherche et qu'on crée ensemble. Qui qu'on soit chercheur, qu'on soit artiste, qu'on soit association,
qu'on soit citoyen engagé, intéressé de raconter tantôt son histoire, tantôt son expérience sensible de jeunes engagés sur un territoire. Enfin là, je reprends toutes les expériences qu'on a pu entendre ce matin. Et donc, je pense que traduire ça dans le concret, parce que là, il faut arriver au concret, pour l'élu que je suis, c'est aussi traduire des coopérations qui sont à l'œuvre. Hein. Clairement, il y a une forte vitalité, il y a une forte capacité de créer et d'inventer. Il y a énormément d'expérimentations hyper intéressantes au travail qui n'ont même pas été ciblées ici. Je sais qu'au bout du plongeoir, par exemple, et dans l'Assemblée, et qu'à cet endroit, il y a énormément aussi de recherche-création qui sont à l'œuvre. Enfin, on voit en fait un territoire qui est plutôt très porté sur cette dynamique-là. Par contre, la responsabilité politique, que ce soit du côté de l'université comme du côté de la collectivité que je représente, c'est de renforcer ces coopérations et sans doute demain de les formaliser davantage et de coporter des projets structurants pour faire qu'on valorise aussi ce qui est au travail à cet endroit et on valorise les dynamiques de citoyenneté qui se jouent là et de construction, pour le coup, d'un rapport au monde chez les citoyens dont on a fondamentalement besoin. Merci beaucoup. On retiendra peut-être pour un deuxième temps, mais la question du conformisme institutionnel, qui est une question, je pense, fondamentale, effectivement, et qui est à interroger, voire à contrer. On a beaucoup parlé avec Yann Serrandour, Emeline Jarret, psychothérapie institutionnelle à l'endroit de l'université, par exemple, mais je crois qu'il y a des enjeux là qui sont très forts. Mais Corinne, je te laisse tout de suite la parole pour rebondir. Pour rebondir, et il y a beaucoup de fils que je peux tirer de la présentation de Rosen, donc je vais essayer d'en prendre un, qui est peut-être le dernier point évoqué par Rosen, qui était un petit peu la séparation de nos missions, parce que derrière l'utopie au champ libre d'être une place publique des savoirs, on a d'abord été un lieu de diffusion des savoirs, qui s'est d'ailleurs incarné plutôt à l'endroit des sciences de la nature, j'aime pas dire dur, donc je vais les dire de la nature, à l'endroit des mardis de l'espace des sciences, à l'endroit d'un format. Et donc, même si les champs libres sont, et c'est une de leurs spécificités, une création locale, elle n'est pas une création spontanée, elle est hybridée des visions, des valeurs, des politiques culturelles telles qu'elles se sont développées, notamment depuis l'après-guerre, mais quand même, il faut le dire, bien avant, et notamment au moment du Front populaire. Donc on est plutôt du côté de la démocratisation, de l'accès à. En tout cas, ça a été l'ADN et ses limites, et ses conformismes, pour reprendre à notre compte aussi ce que tu évoques. Il y a quand même autre chose que je voudrais dire des champs libres, en écho à ce qu'on vient de se dire, c'est qu'on a oublié, et on est en train de s'en souvenir, que sur le territoire, l'université et les lieux culturels, musées et bibliothèques, ont la même origine. Les collections qui fondent l'histoire des champs libres, les collections qui physiquement nous fondent, puisqu'elles sont au sous-sol des champs libres, sont les collections issues des confiscations révolutionnaires, les biens du clergé, les biens des ordres professionnels, mais les biens du cabinet de Robien, qui fondent aussi l'université de Rennes. Donc on a le même creuset, on a les mêmes origines, on agit aussi dans le même cadre de valeurs. Et j'ai lu avec énormément de passion presque le rapport de Stéphanie Balme sur la liberté académique, qui fait un peu l'état de la liberté académique dans le monde et en France, et j'ai l'impression qu'on parle de nous, et elle le dit très bien, c'est-à-dire qu'on est bien à l'endroit d'une liberté professionnelle, mais une liberté professionnelle qui vaut parce qu'elle participe de l'état de droit et de la démocratie, et elle vaut au même titre que la liberté d'expression, la liberté de programmation, parce qu'elle œuvre dans une société éclairée par la connaissance, où on pense que chacun a sa part, enfin des politiques émancipatrices. On est tous et toutes héritières des politiques des Lumières, de ce qui a été un moment, un grand temps de la vie des idées. Et je pense qu'on s'en sont tous héritiers, conscients en même temps qu'on est de la nécessaire transformation de cet héritage. Ne pas être que des héritiers, mais de jouer notre part dans la transformation. Alors je dirais que ce qu'on fait, nous, au Champ Libre, est héritier de ça. C'est-à-dire il y a des choses qu'on fait qui sont assez classiques. Le menu classique des relations entre les lieux culturels et l'université, c'est la présence systématique, désormais, de chercheurs, d'universitaires,
dans tout conseil scientifique d'exposition. Le Musée de Bretagne en est un excellent exemple, mais l'exposition en ce moment du Monde Invisible, qui associe des chercheurs, des artistes, autour d'un axe art-science, en témoigne aussi. Il y a bien sûr l'endroit des rencontres, mais aussi désormais systématiquement les événements. Aussi parce que les chercheurs ont cette force de pouvoir nous aider à angler des tables rondes, je pense aux dialogues européens, enfin la force qu'ont pu avoir un certain nombre de nos collègues pour dire voilà, c'est comme ça aujourd'hui, c'est là l'endroit de la controverse aujourd'hui, c'est là où c'est intéressant d'aller. Et puis le formidable réseau que moi j'ai découvert grâce au dialogue de l'université à l'échelle européenne. Moi, je suis restée à l'endroit de l'université du territoire ou l'échelle nationale, alors qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'université est en réseau et que vous constituez pour nous un immense réservoir aussi de savoir grâce à vos contacts dans l'ensemble de l'Europe et du monde. Mais je dirais que ça, c'est encore une façon de rester chacun dans nos couloirs de nage et de trouver les endroits d'opportunité. On a commencé à innover, je pense, à l'endroit des chercheurs en résidence. On en a un en champ libre aujourd'hui. Vous avez évoqué en introduction les archives de la critique d'art. Nathalie Boulouche est en résidence depuis 1 an et demi auprès de nous pour produire une histoire de la photographie sur le territoire de la Bretagne. On est vraiment là dans la fertilisation croisée de nos missions respectives. Et on ne pourrait rien faire l'un sans l'autre. Nos missions n'existent pas séparées. Je pense aussi au réseau MBAP, que vous connaissez peut-être, un réseau sur l'éducation aux médias et à l'information, créé à l'initiative de Rennes 2 par Barbara Fontard, notamment avec le réseau de la Corlab des radios associatives, qui fédère à l'échelle régionale une grande diversité d'acteurs, journalistes, chercheurs, faiseurs, enfin pas faiseurs, établissements culturels. Et ça, c'est des nouveautés, des nouvelles façons de travailler. Il n'empêche que, et ça me permet de rebondir sur ce que dit Rosen, on n'est pas encore à l'endroit des alliances solides. On sait que tout partenariat passe par des personnes, donc il faut laisser aussi cette question de la rencontre au cœur de nos relations, mais c'est trop fragile aujourd'hui. Les rencontres Paul Ricoeur, Jérôme Poré part, ça s'arrête. Je caricature. Donc il y a quelque chose de trop fragile au regard des défis qui sont les nôtres. Parce que, bien entendu, nous sommes attaqués par ceux-là même qui nous relient, université et lieux culturels, c'est-à-dire l'esprit critique, l'audace, la remise en cause des zones de confort, l'esprit critique. On est attaqué pour les mêmes raisons. Et d'ailleurs, on voit dans les régimes autoritaires, université, médias, lieux culturels, on est dans le même viseur en même temps, parce qu'on représente la même chose. On est du même côté. Et je dirais, du coup, il y a ça. Il y a des tentatives, je trouve, un petit peu ratées. Je vais le dire comme ça, puisque tu nous as invités aussi à critiquer les choses. C'est-à-dire qu'on participe respectivement dans nos instances. On est souvent invité dans des instances, conseils culturels, etc. Mais souvent sans que les places soient bien réfléchies. On ne sait pas trop pourquoi on est là. Voire même, et là je le cite un petit peu pour vous taquiner, sur les appels à projets que l'université malheureusement doit en permanence répondre. On demande souvent au champ libre de co-signer, de dire qu'on est partenaire et soudain, souvent on ne sait pas ce que ça devient. En tout cas, vous avez évoqué Hermès en introduction, nous c'est un sujet qui nous passionne, la question des patrimoines minorés, le musée de Bretagne... c'est son sujet. La question de la fabrique du patrimoine de demain, c'est au cœur aussi de tout ce qu'on fait en termes de collecte photographique, etc. Donc c'est un vrai sujet pour nous. Et on n'a pas encore les espaces pour travailler ensemble. On a raté Tissage. Les champs libres n'étaient pas dans Tissage. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on travaille la question des formats de la diffusion de la connaissance de façon séparée. Or, il y a bien un endroit qui nous intéresse, et ce matin, on en était le témoin, qui est entre le TEDx et la conférence scientifique. Il y a bien un espace de partage et de débat autour de la connaissance qu'il faut qu'on invente ensemble. Et pour moi, c'est vraiment là, aujourd'hui, l'endroit structurel. Comment on diffuse, discute, comment on crée du débat citoyen à partir de la connaissance. On a pas mal évoqué avec Rosen lors du dernier mandat la question de l'eau en se disant on a des gens qui cherchent sur l'eau, c'est un sujet par excellence qui intéresse tout le monde. On a une agence qui a produit des expos, on a été incapable d'en faire un vrai débat citoyen. C'est peut-être trop sensible. Il
faut peut-être commencer par un sujet, en Bretagne, un tout petit peu moins sensible que l'eau. Mais voilà, je pense qu'on aspire à... Enfin, on sait tous qu'une démocratie assainie de ses, non pas juste colères, mais de ses mauvaises colères, elle va passer par notre capacité à débattre ensemble dans le pluralisme des idées. Ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord. Et pour ça, on a absolument besoin de travailler ensemble. Merci beaucoup. On voit les lignes qui se dégagent pour la suite des opérations, c'est bien. Alors le temps est compté. Voilà, cette question des formats de diffusion et de transmission, parce qu'on parle de diffusion, mais c'est aussi cette transmission des savoirs qui doivent être co-construits. Je pense que là, il faut qu'on se trouve un endroit vraiment de collaboration renforcée. C'est l'évidence à l'endroit des politiques culturelles, des politiques de sciences et société. On est en accord sur ce point-là, et je pense que là, il y a quelque chose qui peut clairement se construire. Hélène, Odile, peut-être revenir en fait sur précisément quelque chose qui est de l'ordre de choses qui sont bien concrétisées aussi au travers de ces interactions qui existent autour de l'EURCAPS, de l'ESAB, mais plus largement aussi, je dirais, de formats en fait, de collaboration, de partage aussi de lieux. Je pense aux archives de la critique d'art qui sont très investies notamment par l'ESAB. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de tout cela ? Merci Baptiste. Voilà, je vais essayer de témoigner un petit peu de peut-être la partie chercher-créer, même si on va le voir, on est aussi sur bien sûr des recherches qui se co-construisent. Je me suis levée tout à l'heure. L'école universitaire de recherche sur les approches créatives de l'espace public a été initiée en 2020 autour de l'idée d'être un lieu physique et intellectuel pour expérimenter de nouvelles manières d'aborder les liens entre recherche, création et société. Vaste ambition, me direz-vous. Pour cela, on a rassemblé une douzaine d'équipes de recherche à l'Université Rennes 2, mais aussi nos complices historiques, un peu, les écoles des Beaux-Arts, donc l'ESAB, et l'école d'architecture de Rennes, l'ENSAB. Nous nous sommes rassemblés, associés autour des enjeux contemporains qui se font jour dans le débat public et dans la société. Donc je trouve que peut-être la question de la démocratie va être un nœud un petit peu dans notre table ronde. L'idée était d'allier recherche artistique et recherche avec et pour la société. Et l'EUR a proposé, en tout cas, d'œuvrer à cet objectif par la formation d'étudiants de master et de doctorants, donc avec un enjeu pédagogique depuis 6 ans. Et c'est un petit peu de ça que je voulais vous parler, c'est quelle forme on a pu avoir. L'idée est de vous raconter un peu l'ADN de CAPS, donc je ne vais pas pouvoir avoir le temps de vous présenter des projets en détail, mais plutôt comment peut-être les recherches et les créations ont pu s'organiser. Donc, à partir de l'invitation à expérimenter, nous avons fait nôtre l'idée de sortir des murs. Donc, on a voulu travailler une expérimentation en recherche-création dans le dehors, donc dans l'espace public, et avec cette idée d'une recherche en acte, donc qui a été au cours des présentations ce matin. Je pense que vous avez vu ce que c'est qu'une recherche en acte. Qu'il s'agisse de recherche artistique ou de sciences sociales, l'idée de sortir du campus était d'ancrer dans la société ce que chercher et créer peuvent dire et faire. Sortir des campus ou des écoles, arpenter l'espace public, construire avec le public, ont été les premières formes d'expérimentation que nous avons développées. Dans les 6 années qui viennent de s'écouler, l'expérience du Bois Perrin, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce site, qui a duré 4 années, a vraiment été un endroit où nos envies se sont concrétisées. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord la rencontre d'un site.
cet ancien hôpital pédopsychiatrique, l'architecture de la loi, mais aussi l'histoire d'un site. L'autre aspect du campus Hors-les-Murs, c'est l'idée de cohabiter temporairement avec des acteurs sociaux, des associations d'aide d'urgence et des habitants en exil. Il y a vraiment eu l'idée d'un lieu incongru pour de la pédagogie universitaire et qui a amené à être interpellés en permanence, finalement. Nous avons été interpellés à plusieurs titres. D'abord, comment trouver un sens et une implication à la hauteur de la solidarité qui se jouait dans ce lieu. C'est-à-dire que nous, chercheurs ou étudiants ou créateurs, nous faisions école dans un endroit où se jouait la survie, l'aide et la solidarité. Cette idée de rester interpellé a été resté sensible en fait à ce qui se jouait là. Nous a notamment posé la question de qu'est-ce qu'une recherche engagée, collectivement, pour les enseignants qui enseignaient, pour les créateurs qui créaient et pour les étudiants qui étudiaient. Donc, l'enjeu d'une recherche engagée, mais aussi l'enjeu d'être concerné, d'être touché et de l'empathie. Pour permettre de nourrir une recherche, alors Étienne l'a déjà cité, mais que j'emprunte à Pascal Nicolas Lestrade, une recherche de plein vent. Donc finalement, que travaillent ensemble une communauté d'acteurs aussi diversifiée que des mères de famille en exil et leurs enfants, des militants associatifs de l'aide d'urgence, des étudiants en recherche-création et des élites culturelles que sont des professionnels ou des enseignants-chercheurs. Évidemment, ils travaillent beaucoup de choses, mais peut-être qu'un premier axe de travail a consisté en fait à l'idée de la publicisation des situations. Comment, par des alliances, ont pu naître finalement une manière en tout cas un rôle à jouer dans la légitimation et ou la quête de légitimité que pouvaient avoir les habitants et les victimes qui étaient présentes, victimes de pauvreté, victimes de violence, victimes de racisme et de sexisme qui étaient sur le lieu avec nous. Et donc, prendre au sérieux l'idée que l'université a une position légitime ou que des étudiants sont proches des lieux de la légitimation. Voilà. C'est peut-être pas aux étudiants de porter cette légitimation, mais ils ont cet accès à l'espace de l'université. Donc amener l'université dehors, c'était aussi prendre conscience d'une capacité de s'allier pour faire circuler la parole et pour rendre compte de situations invisibilisées dans la sphère publique. Voilà. Ce qui se passait au Bois Perrin était inconnu des Rennais. Deuxième peut-être aspect, c'est l'idée de la recherche-création. Donc finalement, une activité de recherche qui est différente peut-être de la recherche académique et qui peut s'allier à des engagements et des actions de solidarité qui se passent sur le site. Et donc, l'idée que les méthodes employées dans la recherche ont construit une capacité de partage de l'interpellation. Il ne s'agissait pas de prendre la parole des uns et de la porter au dehors, mais bien d'outiller l'ensemble à l'interpellation publique, l'interpellation de la société rennaise. Et donc, une capacité d'interpellation est passée par une mise en débat et une circulation entre les mondes. Je pense que ce qu'on a travaillé au Bois Perrin, c'était aussi l'invitation et la circulation des mondes dans le lieu. Ces recherches-créations, elles étaient engagées et peut-être elles étaient aussi fortes d'une sensibilité. C'est aussi un terme qui a été dit très fortement ce matin. L'idée du concernement. Comment des jeunes chercheurs activent des démarches vraiment de collaboration et donc d'alliance
autour d'une sensibilité générale qui émerge dans la société, une plus grande sensibilité aux invisibles, aux personnes ou aux populations invisibilisées, mais aussi à des questions sociales et démocratiques que l'on dit elles-mêmes sensibles. Voilà. Et donc sensibles, ils le sont, car leurs travaux prennent appui sur une capacité qu'ont eu des disciplines, bien sûr les sciences sociales, les arts, à penser une alliance qui redonne une force et qui redonne corps à la critique. Et effectivement, le propre des recherches-créations, peut-être de l'EURCAPS, est peut-être à cet endroit-là d'introduire l'idée de la critique et de la remettre au travail dans la recherche-création. Donc les sujets ont été variés, mais ont tourné autour de l'émancipation, de la critique de l'esthétisme capitaliste, de la deep écologie, de la pensée décoloniale, autant de courants dont se sont saisis les artistes chercheuses pour représenter et repenser le rôle politique de l'art et des sciences sociales dans un monde qui tangue. Je crois que les méthodes créatives et participatives ont été là, à cet endroit, une boîte à outils qui a permis une expérimentation de nouvelles manières de faire corps social. Je crois que l'idée du corps social a été aussi peut-être quelque chose qui était présent fortement dans les recherches menées. Évidemment, faire corps social renvoie à la démocratie, mais cette démocratie qui est ici expérimentée ou qui est prise dans l'expérimentation, elle est à côté et en dehors de ces formes instituées. Les collaborations ont été nombreuses avec des associations de jeunesse, des associations d'éducation populaire et avec les milieux militants. Les recherches engagées, elles s'ancrent dans des collectifs et des mouvements sociaux qui interrogent les séparatistes contemporains, mais aussi l'ordre social et spatial hérité. En ce sens, les sensibilités qui sont au cœur de la recherche-création de CAPS proposent des formes qui remettent en question et interpellent les transitions telles qu'elles sont peut-être officiellement définies, transitions culturelles, sociales, démocratiques, géographiques. Pour finir, je voulais revenir sur l'idée de faire école, c'est-à-dire 4 années au Bois-Perrin, 2 années aujourd'hui dans un autre site sur le territoire rennais. Est-ce que cela fait école? Et comment est-ce que l'idée de faire école peut nous amener à penser la suite? Faire école, c'est prendre le temps du rapprochement, du partage et de la transmission. Et je crois qu'à cet endroit-là, les institutions, elles ont cette force d'avoir le temps. Et sûrement cette responsabilité, comme a dit Rosane tout à l'heure, de donner un cadre temporel généreux à ce qui s'expérimente. Mais faire école, c'est aussi visible dans un réseau peut-être plus ponctuel qui se noue à l'instant de la collaboration de la recherche, création participative. Et là aussi, l'idée est de savoir que faire de ces liens qui sont tellement forts au cours de la recherche et qui peuvent se désactiver, en fait, par le départ, les mobilités des personnes engagées. Donc, comment archiver ces liens, les recréer plus tard et faire que le corps social qui s'invente, il perdure au-delà des personnes et des individus qui ont été à l'initiative. Et je dirais que c'est vraiment un défi qui reste devant nous, de comprendre les capacités, les capabilités qui se fabriquent dans ces formes de recherche-là et de les soutenir au-delà des temps de recherche qui restent des temps relativement courts. Je m'arrête là. Merci. Merci Hélène. Le temps. Le temps. C'est une grande question globale, mais aussi très localisée autour de cette table ronde. Mais j'assumerai pleinement, Juliette, tu ne m'en voudras pas trop. On a déjà un peu explosé le temps. Cette question de l'interprétation et de la sensibilisation des pouvoirs publics, je crois que c'était quand même
l'enjeu majeur de CAP, c'est-à-dire de précisément opposer à l'impératif rationaliste de la gestion globale de l'urbain, du tout urbain et des objectifs de rentabilité aussi qui se jouent aujourd'hui, lui opposer un rapport sensible à un espace que l'on vit, que l'on habite, que l'on traverse. Ce sont des questions qui sont effectivement fondamentales. Peut-être sur cet impératif utilitariste aussi qui est attribué aux écoles de beaux-arts aujourd'hui, il y a une question de fond, mais ce n'est pas ce dont tu vas nous parler, mais peut-être qu'on pourra rebondir là-dessus. Non, bonjour à tout le monde, merci pour ces introductions, merci Hélène effectivement pour avoir rappelé ces enjeux assez fondamentaux en fait, de URCAPS auxquels on a été associés dès le début dans la réflexion, alors à notre petite échelle, parce qu'en fait on est un peu, voilà, alors on s'appelle maintenant École des Beaux-Arts, on ne va plus dire ça, mais on dira École des Beaux-Arts. Où on s'est vraiment en fait intéressé à cet espace parce qu'on est en creux dans la mesure où on n'a pas le D de LMD, parce qu'on n'a pas d'artistes-chercheurs compte tenu des statuts, parce qu'on n'a pas trop d'argent pour la recherche, parce qu'on a des espaces, mais en fait on a l'habitude de sortir aussi, mais des espaces communs avec vous. Donc URCAPS, alors merci beaucoup à Marion et puis à Hélène de nous avoir embarqués dans cette aventure, parce que c'est vraiment l'espace dans lequel s'est développé de l'interconnaissance en fait encore plus grande qu'auparavant, des questions en fait citoyennes qui sont portées par nos étudiants et étudiantes et par les enseignants enseignantes. Ce que tu disais aussi tout à l'heure, Corinne, c'est-à-dire ce sens critique en fait tellement porté, tellement développé au sein de l'école et dans les enseignements, et puis ce rapport en fait à la ville dans son sens large, le rapport aux citoyens, aux citoyennes. Donc c'est vrai que c'était vraiment un cadre, je dirais, assez idéal. Là-dessus, en fait, je crois que vraiment cette dimension collective, en fait, qui nous donnera à un moment cette robustesse nécessaire, en fait, dont on cherche. Alors, on parle de structure, on parle de structurel ou de forme ou de dialogue, d'endroit et de comment on peut trouver cette robustesse. Et c'est vrai qu'à l'approche de la fin, en fait, de ce financement URCAPS, on se dit qu'il va falloir rebondir. Il va falloir réinventer des choses, se repositionner. Et je pense que c'est l'enjeu, il est vraiment autour du collectif. Il est d'autant plus important quand je dis qu'on n'a pas d'artistes-chercheurs, entre guillemets, c'est-à-dire pas de statut, et évidemment des artistes qui sont en fait un peu par définition chercheurs. Je voudrais faire un peu d'archéologie. Je ne vais pas partir au néolithique tout à fait, mais enfin, toute petite archéologie. Des relations en fait, permanentes avec l'université qui nous sont tellement précieuses. Rappeler effectivement le travail avec Christophe Viard. J'ai amené des livres qui montrent aussi en fait, les formes que prennent en fait, ces moments de recherche dans lesquels en fait, les artistes sont associés, les enseignants et enseignantes, mais aussi les étudiants et étudiantes. Il y a une revue notamment autour du réseau Peinture, qui est un réseau entre écoles et avec l'université à l'origine. Et la part donnée en fait, aux étudiants et étudiantes, elle est très importante au niveau master. Et ça, je voudrais quand même toujours parler de cette articulation, parce qu'on parle beaucoup de l'artiste-chercheur, du chercheur, mais en fait, c'est souvent vraiment tout autour un collectif extrêmement important. Donc le 3e numéro va bientôt arriver de cette revue Peinture, mais je vous inviterai à venir les voir. On a aussi parlé beaucoup de cette collaboration avec la proximité, avec ce territoire. Je pense que c'est aussi essentiel. Il y a une chose que je ne me lasse pas de présenter, même si elle est assez éloignée de ces enjeux, on va dire, purement d'approche de l'espace public. C'est un travail qui a été mené sur un livre d'heures de la bibliothèque des Champs Libres, et qui est une analyse graphique. C'est aussi pour dire en fait la part du sensible, du graphique et de l'artistique dans la manière en fait d'aborder les questions de recherche, comme les formes qu'on a vues tout à l'heure, je dirais, au niveau du cabaret. Donc ce livre du 15e a été analysé graphiquement avec des collaborateurs chercheurs, historiens de l'EHESS. Et évidemment que c'est un croisement, parce que je crois qu'on est tous attachés aux questions de croisement, d'interdisciplinarité, de transdisciplinarité, où en fait cette analyse, elle ne peut pas avoir lieu en dehors, voilà, elle est complètement inédite, j'ai envie de dire. Donc et en parallèle a été développé un objet qui permettait de zoomer dans la graisse d'une lettre et de dézoomer et de voir l'ensemble du livre, et qui était un outil collaboratif de recherche où les gens pouvaient pointer et commenter.
Donc, à partir d'un livre, c'est pour donner aussi cette dimension ancrée, en fait, située, comme tu dirais. Cet ancrage territorial, en fait, EURCAPS, il l'a évidemment travaillé, réfléchi. Je voulais évidemment aussi faire part de ce qui a été possible à EURCAPS, et particulièrement en termes de recherche, le fait de ne pas avoir de doctorat en fait, dans les écoles d'art. Le programme a permis d'accueillir une doctorante qui est aujourd'hui Constance Infray, qui est diplômée de l'ESAM, en fait, de Quimper, et qui fait un travail aussi assez passionnant sur la question de la place des animaux dans la cité, mais avec une interprétation évidemment en fait artistique. Son point de vue est artistique, donc elle est associée à des scientifiques. Là encore, en fait, la richesse du collectif, il est toujours important dans le but d'expérimenter et encore de partager du sensible. Et donc ça se traduit par des performances, par des costumes qu'elle crée et qu'elle fabrique, par le recueil de paroles, parce que c'est pas la place de l'animal, c'est plus exactement le regard de l'animal sur ce que nous sommes, nous urbains, et notre regard sur les animaux. Et elle parle donc, entre autres, de rats, mais aussi d'étourneaux ou de pigeons, par exemple, ou dans la forêt de Brocéliande, de sangliers. Donc ce regard. Donc ça, je trouve que c'est aussi très original. Alors néanmoins, la transition, c'est là où la transition du master au doctorat, mais voilà qu'il y a une question un peu technique entre nous, elle se pose. Et puis je voudrais aussi, puisque vous allez avoir la chance tout à l'heure d'aller visiter l'exposition de Caroline Cisslik dans le bâtiment de la présidence, dire que Caroline Cisslik, qui enseigne à l'école, qui est donc artiste, elle a inauguré en fait le premier label recherche-création à l'université Rennes 2 sur une recherche qui concerne alors éminemment la ville, puisqu'il s'agissait d'une recherche sur 10 années passées dans les prairies Saint-Martin et à observer en fait à travers la photographie ce que devenait en fait cette friche en plein centre-ville durant 10 ans et d'enregistrer. Alors il y a une très belle édition que j'ai là aussi, je vais demander à Agathe de m'aider. C'est celle-ci, hop là. Très belle édition qui fait état de ce travail assez formidable, voilà, et totalement ancré en fait dans un territoire qui pose évidemment des questions d'aménagement urbain, qui pose des questions politiques de ce que l'on fait dans un centre-ville, qui pose des questions en fait vis-à-vis aussi de les friches et de leur statut. Donc ces travaux, en tout cas de doctorat, je pense que c'est aussi, ça vient. Alors, comment construire avec ça notre espace robuste? Alors, peut-être dire que avec l'arrivée de Claire Jacquet, directrice générale, qui est dans la salle, qui est là, on y a mis en place en fait une chaire au sein de l'école là, qui nous permet aussi de nous fédérer, parce qu'on est à 4 sites, on est une école, mais néanmoins on est tous un tout petit peu éloignés néanmoins, il faut 2h30 quand même pour aller à Quimper. Mais cette chaire, elle a vocation en fait à aussi poser des problématiques. Alors, elle cherche encore un petit peu son intitulé. On est passé sur les environnements au sens large. Là, effectivement, on se rapproche des questions des milieux et des gestes, parce qu'il y a aussi cette dimension évidemment performative qui est aussi importante, ou de la relation aussi à la matière, qui reste évidemment fondamentale dans les écoles. Et cette chaire, elle a vocation, alors elle a associé pour l'instant notamment Guillaume Sabin, ethnologue, en fait, pour réfléchir en fait à ce devenir, et elle ne peut pas se penser en fait sans les acteurs académiques, mais aussi évidemment les acteurs culturels et notre relation avec la ville. Tu me fais signe quand ça va pas. Juste quand ça dépasse. Et je voudrais juste une dernière chose, en fait, dire que le rôle de l'international, parce que dans notre recherche de robustesse, il va aussi falloir qu'on réfléchisse ensemble. À Brest, il y a Syllababs, qui est un programme européen qui a permis de faire des choses. Je pense qu'il faut aussi qu'on se tourne vers là. Tu en as parlé tout à l'heure avec ce formidable aussi, ces relations qu'ont l'université, évidemment, avec les universités européennes et au-delà. Et je pense que c'est l'un des ancrages sur lequel, en fait, il faut aussi qu'on compte pour faire du robuste. Je passe la parole. Merci Odile. Alors le troisième volet, là, c'était d'évoquer cette question de la transmission, finalement, qui est au cœur, cette transmission des savoirs. Avec ce programme, il y a eu une rencontre il y a
1 an et demi maintenant ou 2 ans, qui consistait à justement évoquer la possibilité, je dirais, en interne, c'était de se dire cette métaphore de l'université comme une tour d'ivoire un peu inaccessible. Et il y a tout un travail pour s'ouvrir sur le quartier au niveau des bibliothèques universitaires, au niveau des actions du service culturel, qui est important. Mais il y a aussi une volonté, je dirais, en termes de transmission, de s'adresser au public en général, au sens du monde citoyen. C'est une donnée fondamentale sur laquelle travailler toujours un peu plus. Et c'est dans ce cadre que s'est monté ce programme Rebond. C'est ça. Et puis la notion de tour d'ivoire, on peut aussi la reprendre à notre compte. Donc on s'est dit qu'on s'entendrait bien sur cette idée, puisqu'effectivement on a un terrain commun de détracteurs réguliers. Je voulais juste rappeler que le TNB était un centre dramatique national. Tout à l'heure, Corinne, tu parlais de l'ADN. Il est né de la décentralisation culturelle, de la démocratisation culturelle. Il y a 38 CDN en France et ils ont la particularité d'être dirigés par des artistes. La création, c'est une forme de recherche, on l'a dit ce matin, c'est aussi le lieu. Le théâtre, c'est un lieu et une discipline où se fabriquent des connaissances, des hypothèses et des questions adressées au public et au monde contemporain. Le TNB accueille donc des artistes que nous accompagnons, des chercheurs et des chercheuses collaborent déjà très souvent dans le cadre des créations et des résidences avec ces artistes. On a également un artiste associé, enfin un chercheur associé qui s'appelle Patrick Boucheron et qui nous accompagne depuis maintenant 9 ans. Les artistes et leurs spectacles sont rarement des objets fermés, en tout cas ils ne sont pas pensés comme tels. Et eux-mêmes deviennent des espaces où on interroge le réel, où on déplace les regards, où l'on ouvre des pistes de réflexion, on peut créer des débats, et ce sont également potentiellement des sujets sensibles. C'est à partir de cette conviction que s'est construite la relation avec le TNB, et cette relation, elle existe depuis très longtemps. Elle est particulièrement vivante. Techniquement, elle repose sur une convention cadre et elle associe de nombreux départements et laboratoires autour d'enjeux pédagogiques, artistiques, scientifiques et culturels. Alors bien sûr, on va penser spontanément à l'UFR Arts, Lettres et Communication, le département a dur spectacle. Ça s'incarne par des ateliers, des rencontres, je pense au post-théâtre qui vont bientôt évoluer, des collaborations aussi autour de sujets de recherche lorsque l'on ouvre les processus de création avec des accueils d'étudiants sur une semaine auprès d'artistes qui sont en résidence. Voilà, il y a tout un... En ce moment même, on travaille sur nos archives, notre histoire, dans le but de la transmettre également. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés avec Baptiste Brun et Sarah Dessin, qui est responsable du service culturel, on avait l'envie de faire un pas de côté à travers un programme que nous avons baptisé Rebond. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rebond ? On est parti d'un constat simple. Les artistes et les chercheurs se nourrissent déjà mutuellement. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment l'enjeu de cette journée aujourd'hui. Et il y avait cette volonté d'ouvrir cette conversation au public. Parce qu'au fond, ce n'est pas uniquement un dialogue entre une université et une institution culturelle qui nous intéresse, même ça, on le travaille et on doit toujours le travailler, mais c'était une relation tripartite. Artistes, création, chercheurs, chercheuses et le public. Et c'était cette circulation-là qui nous intéressait. Au TNB, nous essayons de créer des espaces où les savoirs se croisent autrement. Effectivement, tout à l'heure, tu mentionnais le fait que j'ai travaillé au Centre Pompidou-Metz et on désignait une partie de notre programmation, et c'est une expression que j'ai déjà entendue juste avant, qui s'appelle le partage des savoirs. C'est on va dire une baseline, une thématique qui m'accompagne et qui me parle parce qu'elle dit quelque chose d'essentiel. C'est pas de transmettre un savoir à un public supposé le recevoir, c'est pas non plus de la médiation, de la vulgarisation, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça pour la science, au sens classique du terme. L'idée, c'est pas d'être descendant, voire condescendant, mais c'est plutôt de créer des conditions d'une rencontre, de faire circuler les savoirs entre différents espaces, et donc d'inviter la recherche au TNB, différentes disciplines, et donc d'ouvrir et de considérer que ce n'est pas réservé uniquement à quelques spécialistes ou à quelques élus. Alors bien sûr, ça fait un territoire immense de questions, mais c'est aussi des connexions possibles, des croisements avec les artistes, avec les œuvres et avec les citoyens, citoyennes, si on considère le public à cet endroit-là. Et donc l'esprit du programme Rebond, c'était ça. Alors c'était vraiment un laboratoire, parce que on appelle ça un test. L'idée, elle était simple, inviter
un ou une chercheur-chercheuse dont les travaux entraient en résonance avec un spectacle du TNB. Donc c'était pas pour expliquer l'œuvre, c'était pas pour proposer un débat critique autour de cette œuvre, mais pour proposer un déplacement et une autre entrée possible. Donc rebond, c'est le pas de côté, on n'espère pas le pas à côté. En tout cas, c'était l'idée. Et pour vous citer 2 exemples concrets, on a fait 2 rebonds cette année autour du spectacle Anatomie d'un suicide de Christophe Rowe et écrit par Les Birch. Nous avons invité David Bernard, qui est maître de conférence en psychopathologie et psychanalyste, à proposer une réflexion sur le deuil et le lien d'amour à partir de la pensée de Lacan. Autour du spectacle Je suis une montagne, d'Adside, que je salue, parce que je l'ai croisé tout à l'heure, qui est professeure en art plastique, elle a ouvert une réflexion sur les formes d'écoute dans l'art contemporain et sur notre relation aux phénomènes météorologiques, à partir de la pluie et du vent. L'idée de ces rencontres, c'est de rendre visibles des sujets de recherche qui se développent sur notre territoire et d'offrir au public des portes d'entrée vers des champs de pensée que peut-être ils ne rencontreraient pas spontanément, presque comme entrer le temps d'une soirée dans un cours, une conversation ou un débat d'idées. Je pousse la porte. Ces rencontres, elles sont aussi enregistrées. On en a fait très modestement des podcasts pour que justement cette idée de diffusion, elle puisse continuer et se poursuivre. On a fait il y aura forcément des ajustements. C'était les 2 premières. Dans l'idée aussi, on se disait qu'il faut aussi s'adapter à une personne, une tonalité, une manière de parler, rentrer dans un sujet de recherche. Ça pose plein de questions. Je suis très sensible à ce que tu disais tout à l'heure entre le TEDx et la conférence scientifique. C'est justement tout cet enjeu sur la transmission. Sans vouloir non plus tomber dans des choses basiques ou prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Et au contraire rendre compte à leur intelligence. Et c'est vrai qu'à l'heure des grandes transformations sociales et environnementales que nous traversons, cette approche sensible et l'approche scientifique, ça nous paraît très précieux. Et ça nous rappelle l'importance, et là je reviens aussi à ce que vous disiez tout à l'heure, de préserver des espaces où la complexité peut être partagée et aussi de l'assumer, discutée et mise en débat. Ce qui est très chouette, c'est que la saison prochaine, Rebond fait des petits. Alors peut-être des petits ou des grands rebonds, je ne sais pas, mais il sera accueilli aussi au Triangle et au FRAC. Donc on est plutôt content de ça. Et pardon, je me suis mélangé les papates dans mes petites feuilles, mais je pense que le temps doit être terminé. J'avais une petite dernière phrase, mais non, voilà, je pense que c'est bien de dire que Rebond fait des petits, c'est pas mal. Merci. Merci beaucoup. Bon, j'aurais été un piètre modérateur au sens de tenir l'horloge, mais enfin, j'assumerai pleinement en fait cette position-là. En ce sens que tout ce qui a été dit nous est vraiment nécessaire, je crois, et précisément l'idée c'était aussi de tracer des perspectives en fait de travail, état des lieux, je disais, mais aussi quelque chose qui soit de l'ordre de la prospective. Alors, je pense brièvement, mais revenir quand même sur... tu as lâché le mot quand même, et ça c'est le mot de bataille culturelle, parce que c'est un mot qu'on n'employait pas du côté de l'ESR et de la culture, qu'on employait vraiment avec des pincettes. Mais bon, je pense qu'il faut acter le point là que ce mot est lâché et que c'est un mot de première importance, et d'en revenir finalement à ces 2 jambes de la démocratie que pourrait être la recherche et la culture, qui nécessitent de penser ou penser tout contre les conformismes institutionnels. Ça, on l'entend bien. Et je crois que là, à l'endroit de vos interventions, c'est quelque chose qui me semble essentiel aussi de penser, en fait. Comment on arrive à désarmer, je dirais, les inerties qui sont les inerties propres de nos institutions, qui sont des grosses machines aussi, hein, il faut bien l'entendre, et ça, je crois qu'il faut toujours être conscient de cette portée comme ça, inertielle de ces grosses machines. Mais j'en profite pour dire aussi, parce que l'Assemblée qui est présente ici, c'est aussi celle, et je m'adresse plus fortement aux enseignants, chercheurs, chercheuses de l'université et au personnel de l'université. Mais à l'endroit de ces réflexions-là, sachez que nous sommes des interlocuteurs. Enfin, c'est un point important, parce que on a un problème, c'est le problème de l'interconnaissance dans ces grandes machines. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement difficile à mener. Avec Jérôme Hainaut, on parle souvent de la question de qu'est-ce qui fait le cœur de nos missions, mais je dirais une des briques, en tout cas, c'est l'information, et que cette information, elle puisse circuler, et qu'on soit toujours, je dirais, avec des grands pavillons ouverts et capable de rediffuser cette information. Mais à cet endroit-là, voilà, on est là aussi pour cela, et que précisément aussi dans ces relations, il faut qu'on
s'améliore, c'est bien entendu, autour de ces appels à projets, etc. Et je crois que c'est un petit peu l'enjeu de cette table ronde, c'est d'acter une dynamique qui est en place, je crois, et qui, je crois, peut vraiment porter ses fruits à bien des endroits. Revenir aussi sur la question de la transmission, peut-être, j'essaie de résumer un petit peu, hein, mais cette question de la transmission, avec finalement un enjeu qu'on reconnaît tous ici, qui consiste aussi, face à un climat assez délétère à l'endroit des sciences et de la culture, poser la question des régimes d'énonciation. Ça me paraît un point important. C'est toujours un peu fatigant d'en revenir toujours à ce mot totem de distinction, mais il n'en reste pas moins en fait que à la croisée de la culture et du monde des arts et de la recherche, on est toujours en prise aussi avec cette question-là, et on doit toujours aussi se poser la question de ces régimes d'énonciation pour précisément faire en sorte que les savoirs se transmettent et qu'ils puissent avoir quelque chose d'efficient aussi au niveau notamment des pouvoirs publics, hein, parce que là il y a un enjeu qui est de première importance, tout en conjuguant la question de l'urgence et du temps. Parce que j'étais sensible à ce que tu disais, Hélène, cette question du temps, en fait, le temps de la recherche, c'est un temps long. Parfois, l'impératif d'accélération constant dans lequel on vit tous et toutes, notamment sur la question de, je ne sais plus qui disait ce matin, je crois que c'était Dominique Vaugeois qui parlait de la mécanisation de l'esprit aussi, hein, mais il y a quelque chose ici où on est pris comme ça dans ces urgences, et en même temps il faut se réinscrire dans un temps long aussi lorsqu'on fait de la recherche, mais aussi lorsqu'on crée, et penser à cette préciosité du temps dans ces multiples activités, c'est un point là aussi sur lequel il faudra sans doute qu'on s'arrête et de mettre l'interconnaissance au cœur. Là, je crois que c'est vraiment l'un des enjeux majeurs, c'est-à-dire qu'au-delà de ce pair à pair, hein, qui constitue en fait, je dirais, l'horizon commun des pratiques qui existent entre l'université, des institutions culturelles. Je dirais ça fonctionne bien. Tu disais ça tient parfois qu'à une personne, effectivement, mais que au-delà de ça, c'est vrai que ces enjeux de formalisation, ils sont de première importance. Je ne sais pas dans quelle mesure Juliette va me décapiter en fin de journée si je prends un peu de temps pour donner la parole à la salle, ou peut-être si l'une d'entre vous veut rebondir, mais je pense que c'est important si quelqu'un veut réagir à ce qui s'est dit, oui. Oui, bonjour, merci beaucoup de toutes vos interventions. C'était plus un commentaire peut-être par rapport à la fête de la science, à laquelle j'ai participé pendant plusieurs années comme public, et après pendant mon doctorat en tant qu'intervenante, qu'animatrice. Et j'ai à chaque année constaté que Rennes 2 était très peu présente. Les sciences molles, entre guillemets, en fait, était vraiment très, très peu présente. Et je crois qu'il y a, avec le service de communication, il y a vraiment un travail qui est fait pour qu'il y ait de plus en plus de participation. Donc, d'un côté, je voulais faire ce commentaire-là. Et d'un autre aussi, j'ai constaté, je crois que j'ai commencé à participer depuis 2021, j'ai constaté aussi des coupes budgétaires, des modifications plutôt dans le sens négatif. L'année dernière, je crois que le village des sciences n'a pas eu lieu au champ libre, mais à l'INSA, et le public n'était pas aussi pressant, parce que les champs libres, c'est quand même une institution très connue qui attire un public très large, et pour le village des sciences, qui a comme objectif justement de faire la diffusion, de faire connaître aux jeunes les métiers des chercheurs, de faire connaître la recherche qui est faite à Rennes. Du coup, là, on se retrouvait avec oui, il y avait les groupes scolaires, mais un plus large public, il ne se déplaçait pas. Donc voilà, c'était les deux commentaires que je voulais faire. Oui, c'est la fête des sciences. Je ne sais pas si Jérôme, tu veux te joindre à nous, mais... C'est une très bonne question, merci. On évoquait avec Rosen les transformations à l'œuvre. Je pense que la question de l'espace des sciences l'année dernière, si le village des sciences n'a pas eu lieu au champ libre, c'est plutôt pas une question budgétaire, c'est vraiment des questions de format.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on partage avec le grand public ? On sait bien que la succession des stands, ça peut faire divertissement, ça marche, mais je pense qu'on a une ambition, et Laurence Fontaine est aussi parmi nous aujourd'hui, vice-présidente recherche, culture pour l'Université de Rennes. On a partagé cet enjeu de comment on partage aujourd'hui les savoirs. Et on est dans une crise de modèle, on va dire, tout simplement. Et qui témoigne aussi d'une chose que j'ai évoquée, que vous avez évoquée, c'est que les formats de diffusion de la connaissance ont été préemptés d'abord par les sciences dures, tant mieux pour elles, enfin, sciences de la nature, et bravo pour leur implication, la question de la culture scientifique et technique. Enfin, ça a toujours été des chercheurs dans la cité. D'ailleurs, on le voit, là, en ce moment, on travaille sur l'affaire Dreyfus. Ils s'impliquent dans la cité. C'est pas parce qu'ils sont plus loin des questions de sciences humaines et sociales. Mais aujourd'hui, c'est pas possible d'avoir une fête de la science, parce que c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, une fête de la science, qui ne traite que des sciences de la nature, avec simplement des formats qui sont des formats qu'on a toujours eus depuis les années 80. Donc c'est plutôt une crise de modèle. Et par ailleurs, j'évoquais tout à l'heure le rapport de Stéphanie Balme sur la liberté académique. Vous avez peut-être lu une de ses préconisations, et de dire on va faire de la fête des sciences la fête de la liberté de savoir, la liberté des savoirs, avec un enjeu à ce que soit vraiment l'endroit du débat, de la discussion, de la rencontre entre la société civile et les chercheurs, mais aussi l'endroit où, en France, parce que apparemment c'est assez faible, on développe une culture de la liberté académique, parce qu'apparemment on n'est pas encore robuste, pour reprendre ton terme, sur cette question de la liberté académique, qui est par ailleurs assez fragile juridiquement dans notre pays par rapport à d'autres pays. Enfin, ça nous inspire en tout cas. Autre question ? Bah, ouais, je crois que vous avez faim. Chaud et faim. Ce qui est un combo. Mais ceci dit, on a vu ce matin que dans les formats d'intervention, il y a des manières extrêmement différentes de montrer, d'impliquer, y compris le public qui n'est pas venu là pour parler de ses savoirs, et pourtant il se lève, donc il sait. Voilà, donc à réfléchir dans les formats, je suis assez d'accord avec Corinne. Je te laisse... Bah écoutez, en tout cas, on va peut-être conclure, Juliette. En tout cas, un grand merci de votre présence sur ces prises de parole denses et qui nous donnent bien du travail pour les temps à venir, et c'est heureux. Voilà.